Bonsoir et merci d'avoir choisi notre compagnie une fois encore ce soir. J'espère que tous les acteurs de l'éducation ont effectué une bonne rentrée scolaire. Je leur souhaite une bonne et heureuse année scolaire dans la sérénité et dans la quiétude. Bien de choses aux élèves et enseignants du lycée de Agouay-Nivé Centre. Je n'oublie pas les partenaires de l'éducation et quand on parle de partenaires de l'éducation, on ne saurait passer sous silence la coalition nationale pour l'éducation pour tous, section Togo, qui s'est portée volontaire depuis quelques années d'être un partenaire privilégié par le rôle de veille et d'éveil qu'elle joue pour la bonne marche de notre système éducatif et dont nous nous réjouissons d'accueillir sur ce plateau le coordonnateur national en la personne de Marcel Yao Toy, à qui je souhaite une bienvenue sur ce plateau malgré le temps qui menace. Merci, bonsoir. Merci d'avoir bravé la pluie pour répondre à notre rendez-vous. Je serai accompagné techniquement par Ibrahim Maki ce soir pour le cadrage. Et de l'autre côté, c'est Alexandre Tchalim qui met l'émission en orbite et en ligne. Il va nous entretenir donc le doyen Toyi sur le thème « Comment préparer qualitativement l'année scolaire ». Vous allez nous dire que c'est un peu trop tard puisque nous sommes déjà de plein pied dans l'année scolaire. Mais comme on le dit souvent, il n'est jamais trop tard pour celui qui veut bien faire. Tout à fait. Alors, dites-nous, on peut se demander donc quels sont les facteurs d'une bonne préparation d'une année scolaire. Oui, merci. Pour parler des facteurs d'une bonne préparation de la préparation qualitative, oui, voilà, qualitative. De la rentrée scolaire, je crois qu'il faut d'abord rappeler que une année scolaire est marquée par deux temps forts. Le premier, c'est la rentrée et le deuxième, c'est la fin d'année avec les évaluations. Donc nous sommes au premier temps et selon les dispositions qui sont prises, selon le dispositif qui est mis en place, selon les prévisions qui sont faites par les acteurs, eh bien, dépendra le résultat que nous attendons. Donc c'est pour ça que tu as bien fait de dire préparation qualitative, parce que si elle n'est pas qualitative, il ne faut pas s'attendre à la fin de l'année à un bon résultat. Alors les facteurs ici, c'est quoi? C'est, disons, le dispositif de démarrage mis en place par les acteurs institutionnels. Quand nous prenons les réunions au niveau stratégique, au niveau des ministres, les réunions au niveau des directions régionales, par exemple, eh bien ça, et avec les syndicats d'enseignants, bien entendu. Alors ça fait partie d'un des facteurs de réussite d'une année scolaire de façon qualitative. Ouais. Alors quand nous descendons un peu à la base dans l'environnement scolaire, Oui. c'est la mise au point du calendrier, Oui. Des services de tableau. Le tableau, voilà, de l'effectif dont on a besoin. Les chefs d'établissement ont besoin pour piloter l'année à bon port, selon la planification, la programmation qui est faite trimestre par trimestre pour aller vers la fin de l'année. Et maintenant, quand nous venons à la maison, eh bien, c'est toutes les dispositions que les parents ont prises avec leurs enfants en termes de préparation matérielle, voilà, de fourniture et en termes de dispositions prises pour que, eh bien, ce dont l'enfant a besoin, les fournitures, l'écolage, l'accompagnement, eh bien, pour rassurer l'enfant ou leurs enfants que, eh bien, ils ont tout pour faire un bon départ, pour que
au bout du tunnel, le résultat attendu puisse être bon, un bon résultat. Ça, si nous parlons de facteurs, voilà les facteurs. Et si nous voulons aller au cas par cas et dans les détails, vous avez cité et déjà parmi les facteurs que vous venez de citer, on peut voir à travers ces facteurs aussi des acteurs. Alors cette fois-ci, dites-nous quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la réussite, dans la préparation d'abord de la rentrée et dans la réussite des enfants au cours d'une année scolaire. D'accord. Si nous partons de la base en remontant vers le sommet, nous pouvons dire que les premiers acteurs, c'est les élèves eux-mêmes. Les élèves eux-mêmes, pour que le message à leur endroit soit clair que le gouvernement, les enseignants, les parents et les organisations de la société civile comme la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, les partenaires techniques et financiers sont tous soucieux de leur avenir, et l'avenir d'un enfant ne peut passer que par le circuit de l'éducation. Donc, ils sont les premiers concernés par, comme acteurs d'une bonne rentrée scolaire. Le deuxième acteur, c'est le personnel au centre de l'action pédagogique, qu'on appelle enseignant. Voilà. Et quand on dit enseignant, c'est d'abord au niveau de l'établissement où le chef d'établissement veille à ce que le nombre d'enseignants en lien avec les matières, si nous sommes au collège, et le nombre d'enseignants de qualité aussi, si nous sommes au primaire, eh bien, tous sont au rendez-vous pour pouvoir piloter l'acte pédagogique afin que les apprentissages que les enfants doivent avoir puissent les avoir. Maintenant, quand nous remontons un peu plus haut, c'est les décideurs qui donnent les moyens. Voilà, les décideurs qui donnent les moyens matériels, les moyens financiers pour que les établissements puissent avoir ce dont ils ont besoin pour leur fonctionnement et rassurer aussi les acteurs du bon climat social dont on a besoin pour que l'année se passe sans troubles, sans difficultés majeures, etc. etc. Donc les acteurs, voilà ce dont on peut perdre. C'est vrai que quand je parlais d'enseignants, on parle en même temps du chef d'établissement. On parle du personnel d'encadrement aussi. Voilà, parce que c'est eux qui veillent à ce que l'action pédagogique se déroule tel que prévu, tel que planifié. Voilà un peu les acteurs. Il y a un acteur, à mon avis, que vous n'avez pas explicitement cité, c'est les parents et surtout les syndicats des enseignants. Vous savez, très souvent, ce sont les syndicats qui... Justement, c'est vrai, je ne les ai pas cités, mais quand je dis que les décideurs ont pris les dispositions pour que en amont, pour que tout à fait. Le climat social au sein des établissements puisse permettre à ce que l'année scolaire commence très bien, se déroule très bien jusqu'au bout. Je fais un peu allusion au cadre de concertation. Tout à fait. Le cadre permanent de concertation. Je fais allusion au groupe de travail, la commission ad hoc que le gouvernement avait mis en place pour aller à la signature du protocole et l'évaluation du niveau de mise en œuvre de ce protocole par le Premier ministre à la veille de la rentrée pour, en présence bien entendu des acteurs, qui sont les syndicats, les parents d'élèves, les autres organisations confessionnelles. Tout le monde était autour de la table pour faire une sorte de bilan et s'assurer que effectivement les engagements de part et d'autre sont en train d'être respectés pour rassurer les enseignants que les réponses à leurs préoccupations sont en train d'être données par le gouvernement pour que ils puissent se sentir confiants, rassurants et rassurés afin que ils puissent conduire l'action pédagogique telle qu'il faut. Très bien. Et en tant qu'observateur, comme je le disais tout à l'heure, bien avisé et puis très soucieux du système, de l'avenir du système éducatif, je le disais également, nous sommes en pleine rentrée, c'est aujourd'hui le troisième. Le deuxième jour de la rentrée, et en tant qu'observateur, est-ce que vous avez déjà pris un peu le pouls de la rentrée? Peut-on dire que l'année a bien démarré à la Coalition nationale pour l'éducation pour tous? Oui, dans l'ensemble, on peut dire que l'année a bien démarré puisque nous avons eu les échos à travers les médias, les autorités qui sont allées constater le bon démarrage dans la plupart, dans
dans les établissements où voilà, elles se sont rendues. Et la particularité vraiment pour cette année qui nous a rassuré que véritablement, eh bien, les choses vont encore aller mieux, c'est l'implication des députés dans comment ça s'appelle, la descente sur le terrain avec les autorités. Ah bon, d'accord. Oui, c'est une information. Oui, à Gara, par exemple, pratiquement tous les députés eh bien, de la région se sont joints aux autorités pour aller dans les stations pour constater. Ce que la coalition a toujours demandé, parce qu'on ne peut pas avoir une commission éducation, par exemple, on ne peut pas avoir des élus, par exemple, pour une phase importante, comme je le disais au début. L'année, la rentrée scolaire est un temps fort. Et mais à un temps fort, il faut qu'on voit eh bien, ceux qui défendent la cause de l'éducation, que ce soit au niveau du législatif, au niveau de l'exécutif, au niveau de la société civile, il faut qu'on les voit eh bien, sur le terrain. Et cette année particulièrement, on a vu les députés, en tout cas à Kara, c'est ce que nous avons vu. Même à Soutwa également, j'ai eu les échos de Soutwa, où il y a eu même des dons de fournitures scolaires par les honorables députés. Donc, les échos que nous avons eus nous montrent que l'année a quand même bien démarré. Très bien. Et maintenant, regardons un peu le décor scolaire. Les élèves, quels sont les types ou catégories d'élèves ou de candidats que on rencontre dans un environnement scolaire donné? Oui. Est-ce que tous les élèves partent avec les mêmes chances, les mêmes compétences, ou du moins se ressemblent tous? Oui, les élèves, le gouvernement a mis en place tout le dispositif pour que les élèves partent sur les mêmes chances de départ. Voilà, parce que que ce soit une fille, un garçon, il n'y a pas de barrière d'empêchement, disons en termes de tests, en termes de loi, qui empêche par exemple une fille ou un garçon d'aller à l'école, d'être inscrit à l'école. Et donc, sur ce plan, on peut dire que c'est le même départ pour tous. Maintenant, c'est peut-être au niveau des enfants handicapés que, oui, c'est vrai, c'est le même départ pour tous, mais seulement qu'on n'a pas prévu tout le dispositif nécessaire pour que les enfants handicapés puissent avoir accès à l'école. Voilà, et merci pour les images qu'on nous projette pour montrer l'ambiance dans les écoles. Alors, quels sont ces types Alors, les catégories d'élèves, voilà, les catégories d'élèves dans un environnement scolaire, surtout au niveau, à partir du collège. C'est au niveau du préscolaire et primaire qu'on peut dire, bon, les enfants, ils sont un peu plus innocents, mais à partir du collège, eh bien, vous allez constater qu'il y a un retour dans les établissements deux catégories d'élèves. On les appelle les candidats scolaires. Donc, c'est ceux qui vraiment ont conscience de ce pourquoi ils sont à l'école. Ils sont venus pour travailler, pour réussir, pour acquérir des capacités, des valeurs et des compétences dont ils auront besoin pour évoluer dans la vie et s'insérer dans la vie socio-économique. Mais à côté, il y a des aventuriers qu'on appelle les candidats non scolaires. Eux, ils sont venus juste pour faire plaisir peut-être à papa ou à maman, ou bien ils se disent, bon, comme ils n'ont pas envie d'aller derrière l'école, mais pour qu'on ne dise pas qu'ils sont restés à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, pour se donner un titre. Voilà, pour se donner un titre, ils vont aussi venir pour compléter le nombre. Maintenant, si vous êtes candidat scolaire, vous n'êtes pas vigilant, eh ben, ils vont vous tirer vers le bas et puis ils vont vous entraîner dans leur divertissement malsain. Soit c'est dans les cabarets, soit c'est dans les discothèques, soit c'est dans des causeries qui n'ont rien à voir avec les matières, l'enseignement qu'on vous donne, etc. Et donc, voilà les deux catégories que nous avons dans chaque établissement. Et nous pensons qu'il faut vraiment sensibiliser les élèves pour qu'ils changent d'attitude, de comportement, afin que vraiment leur avenir soit rassurant. Voilà, parce que si ce travail n'est pas fait, eh bien, ça va poser un réel problème. Est-ce que cette deuxième catégorie, qui est donc... les candidats non scolaires. Les candidats non scolaires, est-ce qu'il y a possibilité de les racheter? Très bien, il y a possibilité. Il y a possibilité. Pourquoi? Parce que quel que soit le type d'enfant, quel que soit le type de jeune fille ou garçon, eh bien, qui n'a pas la casquette ou le manteau de ce qu'on peut appeler candidat scolaire, eh bien, il faut savoir que il a un problème particulier. Ça peut être un problème social, ça peut être un problème économique, ça peut être un problème de vulnérabilité. Et donc,
il est question qu'un entretien avec un psychologue, par exemple, permette de déceler de façon précise le problème auquel cet enfant est confronté et on va l'aider à surmonter ou à contourner. Vous voyez? Alors, quand vous prenez par exemple l'Agence nationale de solidarité nationale que gère le ministère de l'Action sociale, eh bien, c'est une agence qui apporte des réponses aux enfants vulnérables. Parce que soit il est orphelin de père ou bien de mère, il se prend lui-même en charge et ça fait que la vie vraiment lui est difficile, il ne sait pas où trouver vraiment pour joindre les deux bouts. Voilà. Et d'autres, ils viennent des parents, des familles monoparentales. Voilà, où ça c'est le papa seul qui s'occupe de l'enfant et lui quitte le matin, il ne revient que la nuit et l'enfant est laissé à lui-même. Ou alors c'est la maman qui est allée se marier, a abandonné l'enfant à la grand-mère. Voilà, il y a toutes ces contingences de la vie qui font que certains élèves, filles comme garçons, ne se retrouvent pas et finalement s'il n'y a pas un secours. Voilà, s'il n'y a pas un secours, s'il n'y a pas une assistance, voilà, de quelqu'un qui est compatissant, qui comprend le problème, eh bien, ça fait que, eh bien, cet enfant prend une autre voie et il n'est plus concentré pour suivre les cours. Et finalement, il risque d'être sur le chemin de la déperdition, sur le chemin de la délinquance. Voilà. Alors que quand vous prenez par exemple des pays comme le Sénégal, presque dans toutes les écoles, il y a des assistants sociaux. Voilà, là, les assistants sociaux sortent des écoles et ils sont très recherchés. Ici, on a une école d'assistance sociale, mais comme on ne les recrute pas dans les écoles, eh bien, ils sont sur le chemin du chômage. Ils deviennent des chômeurs, vous voyez. Alors qu'on a besoin absolument d'eux pour aider à résoudre les problèmes psychologiques des enfants, des jeunes, surtout des jeunes, parce que ils sont... Vous voyez, les jeunes aussi sont dans un contexte qui est tel que vraiment ils sont agressés par la modernité, agressés par l'éthique par ici, et ils sont tentés par beaucoup de choses comme la drogue, la prostitution, etc. Et si vous n'avez pas quelqu'un comme ça, comme un assistant social dans les écoles pour faire des entretiens réguliers avec eux pour les aider, pour les accompagner, et vous allez voir que vous allez les jeter par la faute des insuffisances au niveau institutionnel. Vous allez jeter ces enfants-là dans la rue. À tort. Voilà, quand vous êtes enseignant, quand vous faites par exemple à la fin du trimestre ou bien de l'année, on fait le bulletin et puis on dit élève excellent mais exclu pour indiscipline. Pourquoi vous avez attendu la fin de l'année pour trouver qu'il est indiscipliné? Vous voyez? Alors qu'on pouvait déceler ça très tôt, on le récupère à temps, on peut le changer, le transformer. Tout récemment, j'ai causé avec une collègue qui me dit qu'il y a un jeune dans le quartier. Le jeune ne fait que des rastas et puis il ne veut plus aller à l'école. Des coiffures bizarres. Bizarres. Et son mari a appelé le jeune, il a eu un entretien avec lui. Je dis, il l'a convaincu, c'est lui-même qui est allé chez le coiffeur, il a enlevé immédiatement toutes ces coiffures sur la tête et il a compris que c'est des orphelins, donc chacun se débrouille à la maison. Vous voyez, chacun se débrouille à la maison. Donc il y a personne pour les encadrer, même pour trouver à manger c'est compliqué. Donc il se dit non, que la vie là vraiment... il a tout perdu. Il a tout perdu. Comme il a tout perdu, il vaut mieux aller à l'école 2 fois par jour, bien une seule fois par jour, que 5, etc. Donc comme tu le dis, c'est possible de les récupérer au sein de l'école ou bien sûr l'institution scolaire, mais tous les garde-fous et mais les acteurs qui ont pour mission de s'occuper d'eux. Donc maintenant, comme ça ne se fait pas, eh bien, les chefs d'établissement et les enseignants qui font office d'assistants sociaux, c'est eux qui essayent, dans la mesure du possible, de récupérer ces enfants. Même quelquefois, ils sortent de leur poche pour les aider, pour les maintenir. Certains sont devenus même aujourd'hui des cadres de haut niveau, mais grâce à des enseignants qui ont pu récupérer ces jeunes. Justement, doyen, où est-ce qu'on peut classer ces enfants qui ont bien envie de travailler, ils sont intelligents, ils sont sérieux, mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir mener à bien leur cursus scolaire. J'ai encore en mémoire un exemple typique que j'ai eu au lycée de Tokoin Est. Malheureusement que c'est vers la fin et même c'est après la proclamation des résultats que on nous a raconté, on nous a présenté un de nos élèves
qui a passé tout son temps à dormir dans le garage d'un monsieur. Voilà. Parce qu'il est orphelin Voilà. de père, il est orphelin de Voilà. mère. Il a ses frères qui l'ont refoulé. Voilà. Il est très intelligent. Vous voyez, c'est ça. Et l'enfant a passé tout le temps à dormir dans le garage. Voilà. C'est après la proclamation des résultats, l'enfant était sorti avec une moitié. Non, la réponse en réalité n'est pas compliquée. Si, comme je le dis, au sein de l'école, le chef d'établissement a un plan d'action pour conduire l'établissement à bon port. Quand je dis pour conduire l'établissement à bon port, le plan d'action en question ressemble un peu à un plan stratégique d'une institution dans laquelle il y a un volet sur ce qu'on attend de lui, des enseignants, pour que les apprentissages se déroulent très bien. Oui. Un autre volet pour voir, pour informer les élèves qu'il y a une possibilité pour ceux qui ont des difficultés de venir s'enregistrer. Quand ils viennent s'enregistrer, on fait une enquête sociale autour de lui. Et c'est là où on va découvrir plutôt, comme le cas que tu viens de donner là, on va découvrir plutôt que celui-là, il a un problème particulier, il ne sait où dormir et pourtant il est très intelligent. Voilà, on peut lui apporter une assistance, on peut lui apporter une réponse. Mais si le dispositif au sein de l'école ne voit que apprendre, donner les cours, les activités pédagogiques, alors que c'est pour ça que on dit souvent que les enseignants, les chefs d'établissement, logiquement, ce ne sont pas des instituteurs, mais c'est des éducateurs. Quand vous êtes éducateur, vous devez faire attention à des élèves qui affichent certains comportements et certaines attitudes qui vous inquiètent. Quand vous êtes inquiété, eh bien, vous l'appelez, vous discutez avec lui. Je vous dis, il s'ouvre et c'est là que vous découvrez que franchement, cet enfant, il a des problèmes sociaux, il a des problèmes familiaux et qu'il faut essayer, dans la mesure de ta possibilité, eh bien, de donner une réponse. Donc, c'est comme ça que l'homme, en principe, s'il y avait un plan d'action qui ressemble un peu à un plan stratégique. Non seulement un plan d'action, mais une structure. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que si, si la structure n'existe pas au sein de l'école, si le chef d'établissement a ce dispositif dans son plan d'action, il peut référer ou référencer les enfants vers des structures d'assistance. Par exemple, l'Agence nationale de solidarité nationale. On dit bien Agence nationale de solidarité nationale. Et donc, si vous avez des enfants comme ça, vous pouvez signaler, envoyer leur... Et bien, on fait une enquête. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais pris une année une bonne. Une jeune fille. On m'amène la bonne. Je me dis, toi là, tu as fréquenté jusqu'à quelle classe? Qu'elle a fréquenté jusqu'à classe de 5e. Et puis 5e, tu t'es arrêté? Non, je ne peux pas te garder comme bonne, mais je vais financer, tu dois retourner à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'Agence nationale de solidarité nationale. J'ai posé le problème. Qu'est-ce que l'Agence nationale de solidarité a fait? L'Agence nationale a envoyé une assistance sociale pour mener l'enquête. Donc, ils sont venus, ils lui ont posé 2, 3, 4 questions. Et l'assistante est allée à la maison poser 2, 3, 4 questions. L'assistante est retournée maintenant chez le chef d'établissement. Je parle à Lomé, poser des questions aussi au directeur de l'école. En confrontant les informations, on se rend compte que la petite est avec sa maman. La maman a un copain qui a abandonné l'école en classe de seconde. Il est dans le quartier. Dès qu'il a vu les seins de la petite pousser, il abandonne la maman. Et très bien. Et voilà. Se rabat sur la petite. Et donc, c'est devenu des co-épouses à la maison. Et donc, dans ces conditions, moindre chose, c'est des coups et la maman ne veut plus. Vous voyez? Et c'est là où l'assistante a découvert. Ces enseignants ne savaient pas. Ils ne savaient pas. C'est le chef d'établissement qui a filé certaines informations et ça a permis à l'assistance sociale d'aller mener davantage d'enquêtes à la maison et voilà ce qu'on a découvert. Dans ces conditions, est-ce que cette petite-là peut continuer les études? C'est pas possible. Vous voyez? Malgré sa volonté. Malgré sa volonté. Mais j'ai dit non, elle ne peut pas rester. Si c'est qu'il n'y avait pas ce problème, eh bien, elle retournerait. Moi, je pouvais contribuer. Voilà un peu un des cas qui vient s'ajouter à celui que tu viens de dire. Et donc, c'est le système éducatif qui a en son sein des insuffisances et le personnel qui manque du personnel social qu'il faut pour apporter des réponses. Voilà. Et comme ça, nous jetons les enfants comme ça au pâturage. C'est ça. Alors que nous avons pour mission de faire en sorte que tous les enfants réussissent. C'est ça. Oui, c'est vraiment pathétique. Lorsque vous rentrez dans la direction, vous causez avec un directeur d'école ou un chef d'établissement.
et il vous sort les catégories, les typologies d'élèves et de cas sociaux qu'il rencontre. Ce n'est pas aisé d'être enseignant. C'est ça. En dehors de ça, il y a aussi d'autres catégories d'élèves qui sont toujours dans les catégories des candidats non scolaires. Tout récemment, je préfère taire le nom du lycée, le lycée non loin de Lomé. Je cause avec le chef d'établissement qui me dit que il a 2 cas dans son établissement. Le premier, c'est un garçon, il a giflé son papa au cours de l'année. Oui, quand on a mené l'enquête, le papa n'avait pas su que l'enfant est dans un groupe qui prend la drogue. Vous voyez? Alors, le papa était allé à la maison et il voulait l'envoyer, son enfant. Il tape à la... Non, il n'a même pas tapé à la porte. Il a ouvert la porte sans taper. Et l'enfant lui dit pourquoi il a ouvert la porte sans taper. Le papa lui pose, moi je dois taper avant de rentrer. Il lui a donné une gifle. L'enfant lui a donné une gifle. Je vous dis, un enfant de première ou terminale, d'un lycée. Vous voyez? Alors, une autre, c'est une fille, toujours dans le même établissement. Elle dit qu'elle a 8 copains. 8. Et donc, les autres, eux, donnent l'argent. Mais il y a un, c'est lui qui est le diamant. Elle a des financeurs. Des financeurs. Mais c'est chacun dans un domaine donné. Très bien. Alors, et elle dit que non, que bon, elle se gère, donc, etc. Donc, vous voyez, ces gens, ils ont besoin d'assistance sociale. Ils ont besoin d'un entretien psychologique pour les amener à abandonner ces pratiques et ces comportements qui ne sont pas de nature à les aider à réussir à l'école et finalement dans la vie. Ah oui, c'est vraiment dramatique. Et ce que le doyen dit, c'est des faits palpables. Il faut circuler un peu pour voir. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que prier que Dieu assiste les mentalités. Et qu'un jour, qu'on ait vraiment les assistants sociaux dans toutes les écoles. Tout à fait. Très important, très important. Et ça, c'est un défi, à mon avis, que le ministère ou les ministères en charge de l'éducation doivent relever. Mais quand on regarde un peu plus de près, doyen, c'est beaucoup plus dans les agglomérations que ces cas-là. Non, c'est parce que vous n'avez pas les échos de ce qui se passe dans les zones rurales. Vous allez dans les zones rurales, il y a aussi des cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà, les problèmes liés à la vulnérabilité, à la prostitution, voilà, à la drogue et autres, il y en a aussi. Voilà, sauf que le taux de prévalence varie selon qu'on est dans un milieu urbain ou rural. Que Dieu nous protège. Doyen, qu'est-ce qu'un élève de qualité? Souvent, on parle de tout à l'heure en décrivant les catégories ou les types d'élèves. Vous avez sorti ce mot-là. Qu'est-ce qu'un élève de qualité ou un qualité? Oui, l'élève de qualité, c'est l'apprenant qui acquiert des valeurs, des capacités et des compétences pour être utile dans la vie. Quand je parle de capacité, c'est dans les matières, donc ça veut dire quoi? Il est assidu, il ne rate aucun cours, il respecte le règlement intérieur, il se lance le défi d'être le meilleur, donc un leader. Et quand on dit qu'il y a conférence dans l'établissement, par exemple, ou bien causerie éducative autour d'un thème, surtout lors des semaines culturelles, il est le premier à venir s'asseoir. Pour écouter les différents exposés. Voilà. Tout le contraire de la grande majorité, quand on dit conférence thématique dans les écoles, tu ne verras personne, ils attendent afternoon jump pour aller se défouler au maximum avec les capotes même dans les salles de classe, etc. Le lendemain, on en ramasse. Très bien. Très bien. Donc, l'élève de qualité, c'est un élève vraiment pieux, un élève qui sait, il a conscience de ce que on est en train de le faire. Quand je dis on, ça dit ce que les parents font pour lui, ce que l'État aussi est en train de faire pour lui, et ils se disent, il a une chance extraordinaire, l'école, pour qu'il devienne quelque chose de demain. Il respecte aussi la hiérarchie, donc il est porteur de valeurs, de respect de la hiérarchie et autres. Vous n'allez pas le voir dans les mouvements de foule. Vous n'allez pas le voir dans des mouvements où on va casser, par exemple, un bien public, etc., etc. Voilà un apprenant en réalité de qualité. Et donc, il est porteur de valeurs de vivre ensemble aussi. Il ne peut que réussir. Voilà, quelqu'un qui est assidu, les travaux de groupe, il est dans les travaux de groupe, il s'exerce et lui, son souci, il court derrière le savoir et il est très humble vis-à-vis des enseignants
très humble vis-à-vis des parents, et il est soumis à ce qu'on lui dit pour qu'il soit vraiment, qu'il réussisse dans la vie. Voilà quelques éléments, il y a beaucoup d'éléments, mais voilà quelques éléments de ce qui caractérise un élève de qualité. Son contraire, c'est un élève de mauvaise qualité ou sans qualité? Non, c'est un candidat non scolaire. Candidat non scolaire. Donc, lui, il ne sait même pas ce qu'il est venu chercher. Il est venu pour divertir les gens. Il est venu pour passer du temps. Voilà, il n'a pas d'objectif. Il n'a pas d'objectif, il ne se lance aucun défi. Il ne sait pas ce qu'il est venu chercher. En réalité, c'est ça. Très bien. Et comment construire son projet scolaire et universitaire? Oui, le projet scolaire, c'est... En fait, un projet, c'est quoi? Un projet, c'est une idée que tu as, que tu veux mettre en œuvre en mobilisant les ressources intellectuelles, financières, humaines, matérielles pour la réaliser. C'est ça qu'on appelle un projet. Alors, quand on te met à l'école, on vise un objectif. Ou bien toi-même, on t'amène à viser un objectif. L'objectif que tu vises, eh bien, c'est ça qui est le projet. Et donc, ça veut dire que tu dois, eh bien, mobiliser les moyens matériels. Les moyens matériels, on te les a déjà donnés. Les moyens, disons, financiers, de temps en temps. Alors, et maintenant, le reste, c'est ça, ta volonté, ta détermination, qui constitue aussi des moyens. Parce que quand on dit moyens, l'argent, en réalité, vient en dernière position, hein. Voilà, c'est la volonté, la détermination, l'accompagnement, les hommes et femmes qui t'entourent, que ce soit au niveau de la famille ou bien de l'école, les opportunités que l'État met en créant des écoles sécurisées avec des enseignants et autres. C'est tout ça qu'on met, c'est tout ça qui rentre pour faire de toi un enfant, un élève qui est fait pour réussir. Mais il y a souvent de ces enfants-là qui, même jusqu'en terminale, si tu lui demandes ce qu'il veut devenir plus tard, il n'a pas mesure. Non, là, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. On comprend pourquoi. Voilà, on comprend pourquoi. Parce que, en lien avec le projet scolaire, c'est qu'on ne lui a pas montré comment on se fixe des objectifs. Comment, quand on vient à l'école, là, qu'est-ce qu'on cherche en l'inscrivant à l'école? Voilà, quels sont les modèles de ceux qui sont passés à l'école, qui sont devenus quelque chose demain? Et donc, le projet scolaire ici, c'est de faire en sorte que l'enfant se fixe l'objectif de réussir à la fin de l'année. Et comme il a mobilisé tous les moyens dont nous venons, il va réussir comme l'apprenant de qualité que nous venons de décrire. Maintenant, le projet professionnel, c'est quoi? Le projet professionnel, en fait, c'est de dire que ce que je vais être demain dépend de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est l'avenir dans le présent. Alors, comme c'est l'avenir dans le présent, eh bien, je ne fréquente pas pour le plaisir de fréquenter, mais je fréquente pour devenir quelque chose. Dans la vie, là, qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui m'enchante? À quoi je m'accroche? À quoi je veux ressembler? Dans quel domaine j'ai envie de travailler? Puisque il y a plein de domaines dans la vie. Il y a la culture, il y a l'économie, il y a la santé, par exemple. Il y a les communications, et les infrastructures, etc. Bon, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Eh bien, ce que tu veux devenir demain, eh bien, en fonction de ce que tu veux devenir demain, tu travailles dans les matières qui vont t'ouvrir la porte, eh bien, vers le projet professionnel. C'est pour ça qu'il y a 3 schémas. Il y a d'abord les matières et les séries. Tu quittes là, tu vas aux offres de formation. Tu quittes les offres de formation, maintenant tu vas au métier. Donc, il faut présenter ce schéma-là aux enfants pour qu'ils sachent que voilà le parcours. Voilà, il y a le premier niveau, tu quittes le niveau, tu transites vers le second, et du second, tu vas au 3e. Maintenant, il faut qu'on explique tout cela aux enfants. C'est qui Est-ce les parents, les En principe, ceux qui devaient expliquer, c'est les enseignants. Mais on a le regret de constater que les enseignants n'ont pas été formés à ce qu'on appelle ils n'ont pas été formés à l'apologie des matières. Vous voyez? Parce que c'est avec l'apologie des matières qu'on déclenche en réalité l'orientation. Vous voyez? Pour que les enfants fassent le lien entre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont devenir dans la vie demain. Il faut faire la relation. C'est très important ce mot lien. Parce que en tout ce que vous faites, quand vous ne faites pas le lien entre ce que vous faites et l'objectif que vous visez, le changement que vous attendez, eh bien, ça pose... Vous naviguez à vue. Alors, je veux être docteur, ok, j'ai besoin d'informations auprès de mon enseignant d'abord pour voir, ok, monsieur le professeur ou monsieur les professeurs, eh bien, quelles sont de toutes les matières obligatoires dans lesquelles vous nous donnez des cours, lesquelles conduisent vers
les métiers de santé. On va te dire que c'est la SVT, les mathématiques et les sciences physiques. Le français étant naturellement le sous-bassement comme la fondation. Parce que tout se libelle en français. Voilà. Donc, si on te dit ça, ça veut dire que tu dois carburer dans ces matières pour être vraiment bon. Et là, tu as toutes les chances de faire, par exemple, les séries qui ouvrent, n'est-ce pas, à ces carrières. Et finalement, tu vas maintenant dans des écoles de formation où on te prépare, spécialisé, où on te prépare maintenant pour exercer le métier. Donc, c'est cette trilogie-là qu'il faut bien expliquer. Malheureusement, les enseignants ne sont pas formés à la chose. Malheureusement, le service d'orientation scolaire a une poignée de personnel où il n'arrive même pas à couvrir pour que les gens aient l'information. Et alors, ça fait que c'est la débandade, les gens vont dans tous les sens. Les gens vont dans tous les sens. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez la direction dans laquelle le gouvernement est en train d'orienter le pays à travers le PND, eh bien, vous comprenez que ceux qui choisissent les lettres et sciences n'ont pas beaucoup de chance. Pourquoi ils n'ont pas beaucoup de chance? Les lettres, je veux dire, n'ont pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le secrétariat technique permanent sur le financement du PERI a fait une étude, une étude sur ce que deviennent les sortants du système éducatif. Ceux qui ont fait série, quand ils sont là. C'est l'aboutissement des curricula. Hein? Très bien. Alors, le résultat est que 73% des étudiants des 2 universités du Togo ont opté ou bien sont dans des filières moins porteuses. Et les filières moins porteuses, c'est lesquelles? Les filières littéraires. Hein? Droit, arts et sciences, économie, sociologie, arts et sciences. Donc, voilà les filières moins porteuses selon l'étude. Je dis bien moins porteuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de personnes dans notre contexte aujourd'hui dans ces filières-là. Dans ces domaines. Voilà. On a plus besoin de ceux qui ont développé ou bien réussissent mieux dans les filières sciences, donc maths, TIC et autres. Très bien. La technologie. Alors, ce message, il faut que ce soit clair au niveau des parents et ça soit clair dans la vie des enfants et des apprenants pour que très tôt ils commencent pas à s'intéresser aux mathématiques parce que pour faire mathématiques c'est pas compliqué. Moi c'est en seconde même que moi c'est un collègue même un camarade de classe qui m'a montré les maths et je me suis rendu compte que les maths sont même plus faciles que les lettres. Et je suis allé... Oui, et finalement, je suis allé taper 15 au proba, 16 maths 15, physique 16 au probatoire et au baccalauréat. Vous voyez, ça veut dire que je pouvais faire les séries scientifiques. Donc j'ai réussi finalement à une série, à un bac scientifique. Ça veut dire que c'est possible pour chacun d'aller et d'aimer. Donc aujourd'hui, la nouvelle donne, elle doit être claire. Il faut que les enfants s'accrochent, que les parents comprennent que si vous voulez donner plus de chance à votre enfant, faites en sorte qu'il s'intéresse aux sciences, aux technologies. Pour aller vers les écoles de formation de sciences et technologies. Voilà, comme ça, tu iras vers l'agroécologie, tu iras vers l'éthique et autres. Vous voyez, quand vous voyez les IFAD, les instituts de formation agricole que l'État est en train de créer, mais celui de Lavagnon, c'est sciences et technologies. Oui, pour sortir non pas des ingénieurs, mais des techniciens spécialisés dans la production du poisson, aquaculture. Oui. Celui de Mango qui est en construction, c'est sur l'élevage. Donc on sort des spécialistes d'élevage. Il y en a pour l'hôtellerie, selon ce que le gouvernement a annoncé. Vous voyez? Donc c'est des messages, c'est des signaux pour montrer que voilà la direction dans laquelle on est en train d'aller. Et si vous voulez avoir de l'emploi demain, enfin avoir plus de chance et être utile, hein? Être utile, avoir plus de chance, eh bien c'est l'éthique, c'est l'agro, c'est l'informatique. Voilà, donc la base c'est les maths et sciences. La base c'est là. Et donc si vous êtes faible là-bas et vous allez ailleurs faire qu'il y a plus d'étudiants en lettres, ça va poser un réel problème. Oui. C'est vraiment dommage, était dommage d'ailleurs, que on constate que les enfants ont quand même de la peine à s'orienter vers ces filières scientifiques dont vous venez de parler.
comment maintenant créer chez eux le déclic, comment les encourager à s'y intéresser. Mais entre-temps, j'annonce l'ouverture de la ligne au 92 77 77 10. 92 77 77 10. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et vous êtes très passionnés par le développement de notre invité, mais cela n'empêche pas que vous m'aidiez à lui poser des questions, à creuser jusqu'au fond de ce thème pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Ce n'est pas tous les jours qu'on a sur ce plateau, vous l'avez constaté. Ça fait un bon bout de temps. Et aujourd'hui que nous avons pu l'avoir sur ce plateau, nous allons le déranger au maximum. Et aidez-moi à le faire au 92 77 77 10. Ou alors, vous m'envoyez votre message par WhatsApp au 90 13 36 65. 90 13 36 65. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, je reviens à vous. Ouais. Je demandais qu'on constate que, je disais qu'on constate comment faire pour que les enfants s'intéressent vraiment à ça. Non, il faut que les chefs d'établissement comprennent que c'est la nouvelle donne et organiser des causeries éducatives autour de la motivation des élèves pour les sciences. Et que on fasse en sorte que les chefs d'établissement, les enseignants dans ces matières fassent l'apologie de ces matières. Donc, les applications des maths, c'est quoi? Les applications des sciences physiques, c'est quoi? Les applications de SVT, c'est quoi? Et tout ça, il faut que ça soit clair et que la communication autour de cette nouvelle donne passe par les sensibilisations, passe par la médiatisation, les émissions telles que vous êtes en train de le faire. Et là, je crois que ça peut tomber dans de bonnes oreilles et les gens comprendront que l'enjeu d'hier n'est plus l'enjeu d'aujourd'hui. Voilà, l'enjeu d'hier, on avait beaucoup plus besoin de ceux qui ont fait droit, etc. Alors que l'étude, comme je viens de le dire, a montré que ceux qui ont fait administration, droit, économie, sciences et lettres et arts sont dans des filières moins porteuses. On ne dit pas qu'ils ne vont pas trouver à faire, mais on n'a pas dit des filières non porteuses, voilà, mais moins porteuses. Moins porteuses, c'est ça, vous voyez. Alors, donc, on n'a plus besoin de beaucoup de gens dans ce domaine. Mais il faut prendre une autre direction. Et cette direction, l'État a montré avec le PND, les 3 axes du PND. Le premier, c'est hub logistique. Quand on dit hub logistique, mais c'est les spécialistes en TIC. Ah oui, c'est les spécialistes en TIC. C'est ça. Axe 2, c'est l'agro, etc. C'est ceux qui ont tous ceux qui ont fait série D et autres. Voilà. Axe 3, c'est le social, éducation et autres. C'est ça. Donc, on aura besoin aussi, c'est vrai, des enseignants de qualité. Vous voyez, on aura besoin des enseignants de qualité parce que, bien sûr, il faut des gens pour enseigner toutes ces matières. Donc, c'est aussi une opportunité. Donc, il faut s'informer. Voilà, il faut s'informer auprès de la direction du Centre national d'orientation scolaire. Alors, le contact est là et voilà, la coalition aussi est là pour mettre mettre les informations à leur disposition et ceux qui veulent que ce message très important tombe dans de bonnes oreilles, eh bien, ils savent où trouver l'information. Très bien. On va encore lancer l'appel à nos téléspectateurs. Ils peuvent nous appeler au 92 77 77 10 pour poser leurs questions ou apporter leur contribution. Pourquoi pas? Marcel Toye n'est pas un érudit, il n'est pas le seul qui aime le système éducatif ou qui se bat pour ça. Vous aussi, vous êtes nombreux à le savoir. Mais en attendant, comment se présente le tableau entre les séries et puis les offres de formation et les métiers? Oui, en attendant de le voir par ici. Non, en fait, le tableau, c'est quoi? C'est un tableau pour montrer le lien entre les séries, les offres de formation et les métiers. Selon que tu as fait la série A4, D, C, F, G1, G2, G3, ça peut te donner, selon, ça t'ouvre la porte à quelle offre de formation, école de formation. Et des écoles de formation, maintenant, vous allez au métier. Allô, bonsoir. Alors, comment vous allez? Je vais poser une question. Vous y êtes. Votre nom, s'il vous plaît. Ok. Votre nom?
savez, nous, les élèves, nous sommes du genre à être cadrés. Voilà. Voilà. Donc, vous les parents, vous êtes censés nous orienter. Mais quand votre enfant vient vers vous et vous dit, tu ne peux pas faire cette série, la réponse que vous donnez, c'est quoi? Ceux qui font cette série ont bouclé des cordes. Mais c'est ça qui fait que l'enfant redouble, au triple, au quadruple des classes et qui fait celui après. Les séries littéraires, on va faire quoi avec? Et pourquoi ils auront les gens institués? Certainement, je pense que il ne suffit pas seulement de parler en l'air. Il doit avoir des cours d'orientation, même à l'école. Ah ouais, c'est ça. Il a appris à entreprendre. Nous n'avons que bûcher les cours jusqu'à ce qu'on ait le bail. C'est ça. Maintenant, à l'école, c'est justement que les nôtres. C'est vrai. Les nôtres pour réussir, pour faire plaisir aux parents, parce que c'est ce que les parents veulent. Juste avoir, tu finis tes services. Oui. C'est tout? Ok. Merci beaucoup. Je crois bien que ça doit être un élève. Hein. Ouais. J'ai senti dans sa voix l'odeur d'un élève qui se plaint du fait que souvent il y a un problème au niveau de l'orientation. Oui, c'est-à-dire qu'il a posé un problème de l'influence du parent dans le choix. Voilà. Vous voyez? Alors le parent qui impose et trouve anormal, il trouve anormal que son enfant vienne lui dire qu'il ne peut pas faire telle matière et qu'il préfère ceci. En toute humilité, les parents doivent savoir qu'ils ne sont pas spécialistes de l'éducation. Et quand un problème les dépasse, il faut référer l'enfant à un spécialiste. Et le spécialiste, c'est ceux qui saura quelle question lui poser pour savoir si vraiment il est oui ou non capable. Parce que quand l'enfant dit que lui ne peut pas faire telle matière ou telle autre, peut-être que c'est l'enseignant qui est devant lui qui ne l'a pas motivé. Je dis bien peut-être, c'est des hypothèses que nous émettons. Ça peut être que c'est l'enseignant qui ne l'a pas motivé à aimer la matière. Il a, par son attitude, par son discours, il a dégoûté, quelque chose comme ça. Mais la preuve, je viens de te dire que c'est en seconde que je n'ai même pas l'enseignant. C'est un camarade de classe qui m'a motivé, qui m'a montré à faire les mathématiques. Et j'ai trouvé que vraiment, c'est même plus facile que le français. Vous voyez? Et j'ai tapé des 16, des 15 en allant. Alors, donc, les parents doivent être attentifs et être à l'écoute de leurs enfants. Ouverts. Et quand une question n'est pas de ton domaine, il faut... C'est pour ça que on a fait une conférence tout récemment sur la préparation qualité d'une entrée. Nous avons dit que les parents doivent avoir dans leur réseau de relations. Aujourd'hui, avec les TIC, vous ne pouvez pas être un parent et vous n'avez pas le numéro WhatsApp de l'enseignant ou est le directeur, l'enseignant, le directeur et l'inspecteur. Les trois, vous devez les avoir. Oui, si vous avez une préoccupation, c'est à eux qu'il faut. Et vous allez même ajouter le numéro du service national d'orientation. Voilà, ça peut être le directeur, ça peut être quelqu'un du service, un personnel. Vous devez avoir les 4 numéros dans votre portable WhatsApp. Et donc, quand il y a un problème qui n'est pas de votre domaine, voilà ceux à qui vous pouvez poser la question. Vous dites, mon enfant est venu me voir pour tel problème, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à ce que je puisse aider l'enfant? Ils peuvent dire, bon, ok, amène l'enfant, on va faire l'entretien. Ils peuvent te dire, quel est le problème qu'il a posé? Ok, voilà ce qu'il faut faire. Donc, voilà en principe l'attitude normale que les parents devraient avoir pour mieux accompagner. Comme il a dit, il a souhaité l'accompagnement, mais il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut. Et les enfants ont bûché comme il faut. Alors qu'aujourd'hui même, on ne bûche même plus les cours. C'est-à-dire qu'il faut amener les enfants à développer beaucoup plus l'esprit aimer ce qu'ils font. Aimer et développer l'esprit de synthèse. Surtout ça. Vous voyez, ce n'est pas, les enfants, c'est ça, ce n'est pas d'avaler les cours et puis aller les restituer. Non. Si c'est ça, tu ne peux pas réfléchir. Parce que si on pose, si tel est le cas, et on pose une question, une épreuve, on te met une épreuve où il faut prendre par exemple les réponses dans 3 chapitres, tu ne peux pas. On pose là, on formule l'épreuve de telle sorte que tu dois chercher les réponses dans 3 chapitres pour construire la réponse. Vous voyez? Pour construire le devoir.
Mais c'est ça. Si tu bûches, tu prendras juste un mot et puis tu déverses, on te colle un là-bas et puis tu fais, ton sort est classé. Vous voyez? Donc, comment on apprend? Comment on apprend une leçon? Ça aussi, c'est un autre défi que vraiment on doit aider les élèves à relever. Voilà. Et comme il le dit, il faut que qu'il y ait des informations sur l'orientation. Il a parfaitement raison. Nous sommes dans un contexte où, comme il y a plus de 20 ou 30 ans, le service était obsolète, eh bien aujourd'hui, dans le kit scolaire de l'enfant, il faut avoir un livret d'orientation. Et le livret existe. Hein. Le livret existe. C'est la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui a produit le livret sur l'orientation, dans lequel vous avez toutes les informations, tous les contacts des écoles, que ce soit publiques ou privées, services d'orientation. À la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Vous voyez? Donc c'est un livret d'ailleurs gratuit. Même par WhatsApp, on te balance le livret, le PDF. Et si tu veux, tu peux aller l'imprimer. On ne le vend même pas. Vous voyez? Vous prenez ce document, vous avez toutes les informations. Alors, vous êtes un parent, et bien si vous voulez aider l'enfant, et bien vous devez avoir ce document. D'abord, vous-même, vous devez le lire. Et ça doit faire partie du kit de l'enfant. Maintenant, demandez, en tant que parent, vous pouvez aller voir l'association des parents d'élèves de l'établissement que vous voulez qu'on organise en présence des spécialistes de l'orientation, une causerie, ne serait-ce que trimestrielle ou annuelle, sur les questions d'orientation pour voir quelles sont les nouvelles tendances du monde. Quelles sont les tendances, la direction dans laquelle le gouvernement est en train d'envoyer le pays, quelles sont les tendances du monde. Le PND est aligné sur les tendances du monde, vous savez ça? Bien sûr. Mais oui. Bien sûr. Et donc, c'est les ressources humaines qui ont le profil, qui peuvent travailler pour faire avancer le PND. C'est l'enseignement technique, c'est les séries scientifiques. 99%. 1% pour les lettres. Vous voyez ça? Ce discours, je vous dis, c'est ça ce qu'il faut transmettre aux parents, c'est ça qu'il faut transmettre aux acteurs de l'éducation. Sinon, les gens vont naviguer à vue et les enfants deviennent un poids pour eux parce qu'ils ne trouvent pas à faire. Et pourtant, ce n'est pas le travail qui manque. On doit créer des entrepreneurs. Vous avez dit que aujourd'hui, il faut que le système éducatif sorte des apprenants capables de créer de l'emploi et non demandeurs d'emploi. Voilà l'enjeu, l'autre enjeu, ça. Voilà l'autre enjeu. C'est ce discours qu'il faut tenir. Comment ça se fait? Les spécialistes sont là, ils sont capables de leur dire, voilà la démarche, voilà la méthodologie, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, on va faire les mêmes choses de la même manière, on va obtenir les mêmes résultats. Puisqu'on a toujours fonctionné comme ça, on a produit des chômeurs. Comme on ne veut plus de chômeurs, il faut changer les méthodes. Quand vous faites les mêmes choses de la même manière, vous produisez les mêmes résultats. Si vous voulez changer les résultats, il faut changer les méthodes. C'est ça le schéma. Et ça, nous saluons la création d'un lycée scientifique déjà. Sauf que jusqu'alors, je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à la finalité de ces lycées. Oui, vous savez, les lycées scientifiques, en tant que coalition, si nous devons nous prononcer, nous avons toujours dit que c'est une bonne chose. Parce qu'on voulait voir si au moins un établissement peut faire 100% à un examen. Nous avons le résultat. Depuis la création, première promotion, deuxième, troisième, c'est 100%. Parce que les enfants sont dans des conditions qui sont telles qu'ils ne peuvent produire que de 100%. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand ils réussissent après le bac, ils ont beaucoup de chances d'aller au Maroc par la bourse. Ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas pu avoir la bourse, ils s'inscrivent en agro, en médecine et autres. Donc, ça, c'est une bonne chose. Sauf que, quand on prend une initiative de ce genre, il faut un jour faire le break pour porter un regard critique et analytique pour voir est-ce que nous continuerons d'orienter les enfants dans ce sens. C'est-à-dire que les lycées vont toujours exister, mais quel moment s'arrêter. Très bien. Quelle autre orientation? Je vous donne un exemple. J'ai travaillé tout récemment avec un Togolais, M. Afanou. Il est basé en Belgique, spécialiste de l'éducation. Je vous dis, le gars est venu, il dit non. Ce que lui voit en Belgique et les enfants sont de qualité, il trouve facilement à faire là. Lui va répliquer ici. Il crée une école à Baguida, OPEM, Observatoire panafricain pour les métiers, l'école et les métiers. Je vous dis, un enfant, ils ont le même programme que les établissements publics ordinaires, sauf que lui, il a ajouté les sciences et technologies. Donc les enfants manipulent beaucoup les TIC, les programmes. Les enseignants au niveau des pharmacies, là, c'est les élèves de 6e qui font ça là-bas.
Et la particularité, pour ne pas dire la valeur ajoutée dont nous avons besoin aujourd'hui, un enfant de 3e dans son établissement, il sort avec un projet qu'il soutient devant un jury. Vous avez vu ça? Celui de la première sort avec un projet qu'il soutient devant un jury. Celui de terminale sort avec un projet qu'il soutient devant un jury. Des projets vendables aux partenaires. Hein. Ça veut dire que ces enfants-là sont formés pour être créateurs d'emplois et non demandeurs d'emploi. Voilà le type d'éducation, le modèle d'éducation dont on a besoin aujourd'hui pour renverser la tendance, pour qu'on ne parle plus de chômage dans 2, dans 3, dans 4 ans. Le gars a démontré que quand les gens sortent de l'université, vous les voyez vendre des portables, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le bac pour vendre des portables? On a besoin? Non. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour vendre le portable. C'est du gâchis que nous sommes en train de faire. Et donc, on doit repenser le système. On doit repenser le système. On doit remettre en cause certaines pratiques pédagogiques et certains dispositifs pour voir le lien entre comment on fait. Quand on dit inadéquation, emploi, formation, il faut une réflexion. Quand on dit que 73% des étudiants sont dans l'administration, le droit, art, et qui sont des filières moins porteuses. Mais comment on doit renverser la tendance? La réflexion, est-ce qu'elle est en train d'être menée? Nous ne voyons pas encore la réflexion en train de se mener. Vous voyez? Et donc, c'est des signaux déjà. C'est des signaux pour dire que nous sommes en train de faire les mêmes choses et on aura les mêmes résultats. Et donc, si nous voulons changer les résultats, il faut changer les méthodes de faire. Il faut faire comme M. Afanou. C'est un Togolais. Et je dis, la demande est très forte chez lui. Hein. Les gens veulent construire à Vous dites que... à Baguida. À Baguida. Oui. C'est pas de la publicité gratuite, mais c'est du réalisme. C'est du réalisme. La réalité. Oui, bien sûr. Un enfant qui soutient un projet déjà au BPC. C'est au moins 5 enfants, sur toute l'étendue du territoire comme ça. Sur toute l'étendue du territoire. Donc, par rapport au lycée scientifique, il faut ajouter le volet de M. Afanou. Vous voyez? Voilà, vous ajoutez ce volet et là, vous sortez des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. C'est vrai. Tant que le système ne va pas renverser pour sortir des créateurs d'emplois, le système n'est pas encore efficace. Il n'est pas encore efficace. Vraiment, merci Doyen pour ce développement. C'est plus qu'une conférence. Plus qu'une conférence. Et toute mon admiration pour vous, de même que celle des téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons été beaucoup informés, et nous espérons vous retrouver très très prochainement pour continuer de sensibiliser. Et c'est tout le volet que vous avez abordé par rapport à la directive que le chef de l'État a donné à travers le PND. Le PND, les IFAD, les 10 IFAD, c'est clair. C'est clair. Il faut un débat pour faire le lien entre le rôle que l'éducation doit logiquement jouer pour faire réussir le PND à travers les ressources humaines de qualité. Surtout les universités. La place des universités dans la réussite des PND. C'est ça. Un mot de fin pour nous séparer provisoirement. Le mot de fin, c'est une inquiétude de la coalition par rapport aux résultats de ce CP de l'année passée. Qu'est-ce qu'il y a? 4 établissements dans la région, à Sotubois, dans la région centrale, et au moins 2 dans la région maritime, ont eu 0% au CPD. Est-ce que les enseignants ont fait leur travail? Est-ce que les inspecteurs ont fait leur travail? Est-ce qu'il y a eu des sanctions qui sont prévues ou qui ont été infligées pour les acteurs? Voilà. La question est là et nous sommes en train de faire l'enquête, le contrôle citoyen pour venir rendre compte de la situation. 0%. Au CEPD. Au CEPD, 4 établissements dans Sotubois. Alors, vous avez vu, il y a un problème. Il y a lieu de faire un diagnostic. Absolument. Et de mener l'enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, les élèves qui sont au CE2, CM1, qui vont venir gonfler le rang de ceux qui vont passer le CPD, ils risquent eux aussi d'être contaminés. Et donc, si on va avoir des taux comme ça, ça va poser un réel problème. Et quand j'ai balancé l'information à un inspecteur dans la maritime, lui me dit qu'une année, il avait eu un taux comme ça dans un établissement. Lui, il a affiché, il a convoqué le directeur de l'établissement, il a sonné devant les autres directeurs. L'année qui a suivi, le même directeur a fait 100%. Donc, ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on fasse pression sur vous avant que vous ne fassiez de bons résultats? Du bon travail? Non, il y a un problème de conscience professionnelle qui interpelle les syndicats d'enseignants. Ah oui, nous disons que les syndicats d'enseignants doivent veiller à ce que leurs collègues fassent du bon travail pour lequel ils sont payés.
Quand vous êtes payé, pour un travail, il faut bien faire le travail. Aux réclamations seulement. Non, les réclamations, on peut le faire si ça s'impose. Mais il faut aussi voir si vos propres collègues qui revendiquent, est-ce qu'ils font le travail pour lequel ils ont payé. C'est ça aussi le problème. Mais c'est ça aussi le problème. On va vous payer et puis vous allez donner des résultats de 0%. Ça signifie quoi? Mais ça veut dire que vous devez rembourser à l'État. Puisqu'on vous a payé pour que vous donniez un résultat. Ah oui. Le résultat, c'est 100%, le profit de sortie des enfants. Ils ont créé une dette à l'État. Mais bien sûr. Voilà. Merci doyen, une fois encore pour cette intervention. Merci. Et surtout pour la dernière information que vous venez là de nous donner. Elle est triste, mais c'est une information. Et vous faites très bien votre travail de veille et de veille. Ouais, nous, on est dans notre rôle. Et à travers vous, nous disons merci à la Coalition nationale pour l'éducation pour tous et à tous les autres partenaires ou acteurs qui font comme vous. Et pour